Le fluor, l'aluminium, on les côtoie tous les jours, souvent sans même y penser. L'un est là pour renforcer nos dents, l'autre pour nous garder au sec. Et pourtant, derrière ces usages si familiers, se cache une histoire fascinante. C'est l'histoire de deux éléments que tout, mais alors vraiment tout oppose dans leur façon d'interagir avec notre corps. Oui, on les retrouve là, dans notre salle de bain. Le dentifrice, l'antitranspirant, ça fait partie de notre routine. Mais la question c'est, et après? Une fois qu'ils sont sur notre brosse à dents ou sous nos aisselles, qu'est-ce qui se passe vraiment? Leur voyage à l'intérieur de notre organisme est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. C'est vraiment ça, la question centrale. Comment est-ce possible que deux substances aussi communes aient des destins si radicalement opposés une fois qu'elles franchissent les portes de notre corps? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le tout début du voyage, la porte d'entrée. Comment ces deux-là pénètrent dans notre système? C'est la toute première étape et déjà vous allez voir les différences sont spectaculaires. Alors voilà le premier contraste. D'un côté, le fluor. Pour lui, c'est littéralement porte ouverte. Il entre avec une facilité déconcertante, que ce soit par la digestion ou la respiration. De l'autre côté, l'aluminium. Ah là, c'est une toute autre affaire. Le corps a mis en place des défenses très solides, une sorte de forteresse pour lui barrer la route. 99%. Ce chiffre est assez fou quand on y pense. Ça veut dire que la quasi-totalité du fluor qui entre en contact avec notre système digestif ou nos poumons passe directement dans la circulation sanguine. L'absorption est massive et extrêmement rapide. Il n'y a quasiment pas de filtre. Et là, regardez la différence, moins de 1%. Le contraste est saisissant. Sur 100 unités d'aluminium ingérées, moins d'une seule réussit à passer la barrière. Le reste, plus de 99%, est directement évacué. C'est bien la preuve que notre corps est programmé pour le rejeter en masse. Bon, une fois qu'ils ont réussi à entrer, où vont-ils se loger? Eh bien, leurs destinations sont très différentes. Le fluor, lui, a un plan très précis. Il fonce quasi exclusivement vers les os et les dents. 99% de ce qui est absorbé finit là. L'aluminium, le peu qui passe, est beaucoup plus dispersé. La moitié va bien se fixer dans les os, mais l'autre moitié, elle, va se répartir dans des zones bien plus sensibles, comme les poumons et surtout le système nerveux central. Ok, ils sont arrivés à destination. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font concrètement? On passe à leur mode d'action. Et vous allez voir que leur stratégie pour interagir avec notre biologie, non, là encore, absolument rien à voir. Le fluor, on pourrait dire que c'est le pro de l'échange standard. Dans nos os et nos dents, on a un minéral, l'hydroxyapatite. Le fluor arrive, il chasse un petit composant de ce minéral, le groupe hydroxyle, et il prend sa place. Ça donne un nouveau composé, la fluoroapatite. À petite dose, c'est bénéfique. C'est plus dur, ça résiste mieux aux caries, mais à haute dose, le problème, c'est que ça rend l'os plus dense, certes, mais aussi paradoxalement plus fragile, plus cassant, un peu comme du verre. L'aluminium, lui, est beaucoup plus rusé. C'est un véritable espion. Sa technique, c'est de se faire passer pour du fer. Ça lui permet de tromper la transférine, une protéine dont le travail est justement de transporter le fer. Avec ce déguisement, il obtient un laissez-passer pour franchir l'une des zones les mieux protégées du corps, la barrière qui protège notre cerveau. C'est une infiltration en bonne et due forme. Et en parallèle, il va aussi directement saboter la construction de l'os. On a vu leur mécanisme. Mais concrètement, quand l'exposition est trop forte, qu'est-ce que ça donne? Comment se manifeste une intoxication à l'un ou à l'autre? Pour le fluor, l'intoxication a vraiment deux visages. Il y a la forme aiguë, par exemple avec l'acide fluorhydrique, qui est une urgence médicale absolue. On parle de brûlures chimiques très graves et d'une chute du calcium dans le sang qui peut être fatale. Et puis, il y a la forme chronique, la fluorose. C'est beaucoup plus lent. Ça commence souvent par des taches sur l'émail des dents, puis ça s'attaque au squelette, qui devient de plus en plus dense, rigide et douloureux. Avec l'aluminium, le vrai danger vient de l'accumulation sur le long, très long terme. Le risque est quasi exclusivement chronique. Il peut causer des maladies neurologiques graves, notamment chez les insuffisants rénaux. Et souvenez-vous du contraste, alors que le fluor durcit l'os, l'aluminium, lui, le ramollit. On l'associe aussi à des lésions musculaires spécifiques qu'on appelle la myofasciite à macrophage, qui peuvent apparaître sur le site d'injection de certains vaccins qui l'utilisent. Bon, il est temps de faire le bilan. On va mettre ces deux éléments face à face pour un résumé final, histoire que tout soit bien clair. Ce tableau résume tout. Le fluor, un envahisseur rapide, absorbé massivement, qui vise l'os pour le durcir jusqu'à le fragiliser,
Son antidote, c'est le calcium. L'aluminium, en infiltrateur lent, très mal absorbé, qui s'attaque au cerveau et ramollit l'os. Son antidote, c'est une molécule qui va le capturer, un chélateur. Bref, on est vraiment sur deux mondes, deux stratégies et deux toxicités radicalement différentes. Tout ça nous amène finalement à une question plus large. Comment gérer notre exposition à des substances qui sont à la fois utiles, comme le fluor pour les dents ou l'aluminium dans certains vaccins, et potentiellement toxiques? Leur histoire nous rappelle que tout est une question de dose, de forme chimique, de voie d'exposition. La toxicologie, finalement, c'est rarement une histoire en noir et blanc.